Bien, bonjour à tous. Je remplace au pied levé Régis Gaudin qui avait accepté ce topo parce qu'il est passionné des racines aortiques, mais malheureusement, il ne pouvait pas assurer cette vidéo aujourd'hui. Alors, on va commencer par des choses très simples, peut-être pour les plus juniors. Il y a globalement pour la chirurgie du culot aortique trois grandes techniques, ou en tout cas deux grandes classes. Le premier qu'on connaît et qui est apparu historiquement en premier, qui est le Bentall, qui est globalement un tube valvé avec une valve mécanique ou une valve ou une bioprothèse aujourd'hui, et qui va complètement remplacer le culot aortique avec l'insertion de la valve au niveau de l'anneau aortique et la réimplantation des artères coronaires. C'est une chirurgie, c'est vraiment un traitement historique de référence. La mortalité est relativement faible et pour une grande partie liée à la réimplantation des coronaires, avec des survies qui sont excellentes à 5 ans. Mais vous voyez, à 10 ans, 20 ans, on a des vraies chutes en termes de survie, essentiellement liées aux complications de la valve mécanique, que sont les accidents représentés par les accidents thromboemboliques et les endocardites infectieuses. Euh, à la suite du Bentall, hein, années 65-70, sont apparues les techniques de conservation valvulaire où on va remplacer la totalité de l'aorte ascendante, du culot jusqu'au tronc artériel brachiocéphalique, soit par la technique de remodeling décrite initialement par Yacoub, qui va consister à remplacer l'aorte ascendante et les sinus de Valsalva par une prothèse dans laquelle est taillée trois petites jupettes qui vont remplacer les sinus, avec là aussi la nécessité de réimplantation des coronaires. Et puis un petit peu plus, une année je crois après, oui une année après, est apparue la technique de Tyrone David, ou dite réimplantation, où là, l'ensemble des sinus va être réséqué, les coronaires vont être détachés, mais on va aller intégrer l'anneau aortique et la valve aortique au sein d'un tube endacron qui va donc contenir à la fois les commissions aortiques, la valve aortique, mais aussi l'anneau aortique. Là aussi, naturellement, il faut réimplanter les artères coronaires. Alors, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque technique. Le remodeling, où Yacoub est connu pour les hémorragies parce que vous avez des kilomètres de couture sur la totalité du pourtour de l'anneau aortique. Le grand critique était naturellement l'absence de contention de l'anneau aortique avec des dilatations secondaires possibles. Par contre, cette technique était connue pour favoriser la mobilité et diminuer le stress sur les cusps, contrairement à la technique de réimplantation ou Tyrone David. Alors, des modifications ont été faites pour essayer d'avoir un petit peu tous les avantages de l'une et l'autre technique, avec une deuxième génération de Tyrone David où on va utiliser des prothèses de Valsalva qui vont éviter un contact de la cusp sur la prothèse en mimant de façon assez proche l'anatomie d'une aorte normale. Et puis, côté remodeling, Emmanuel Lansac, qui est un chirurgien français, a proposé la réalisation du remodeling, c'est-à-dire changer cette aorte ascendante et les sinus par cette prothèse à trois languettes associée à un anneau aortique qui est implanté à la base de l'aorte, contraignant ainsi l'anneau à être remodelé, rétréci et empêchant secondairement sa dilatation. Alors, si on compare le Bentall, le remodeling, la réimplantation, on a l'impression que la réimplantation est un peu meilleure sur le long terme que le remodeling, en évitant ces dilatations secondaires de l'aorte. Concernant le Bentall, eh bien, là, c'était une étude sur réimplantation versus remodeling. Il faut toujours se méfier de ces études parce qu'il y a un énorme biais de sélection, puisque en fonction de l'expérience de chaque équipe, il y a toujours un tiers, voire plus, 3/5 des patients qui vont bénéficier d'un Bentall. Et donc, il faut se méfier beaucoup de ce type de comparaison, en particulier de savoir si un certain nombre de patients présentaient des insuffisances aortiques ou pas au départ. Alors, le grand centre au monde qui a comparé le Bentall versus la réimplantation et le remodeling, c'est l'équipe de Toronto, hein, où exerçait Tyrone David. Et on peut voir sur ces différentes courbes qu'il y a une vraie différence sur le long terme en termes de survie
et d'événements cardiaques en vert la courbe en vert, la réimplantation et les bentales, soit biologiques, soit mécaniques. On a aussi un gain en termes d'événements sur la valve, avec là aussi en faveur de la réimplantation par rapport au mental, et puis moins de réopérations sur la valve parce qu'il n'y a pas de thrombose, parce qu'il n'y a pas d'infection, et puis naturellement un gain en termes d'hémorragie, puisque ces patients qui ont des réimplantations ou des remodelings avec anneau aortique ne sont pas soumis à la prise d'anticoagulants. Alors, si on regarde, je suis désolé, je n'ai pas pu écouter les précédents topos en totalité, mais si on regarde les guidelines concernant la chirurgie de l'aorte, globalement, ça a un petit peu évolué dans le temps, c'est un peu différent entre les différentes sociétés, mais globalement, c'est 55 mm chez l'adulte, avec une descente à 50 mm en cas de facteurs de risque associés, antécédents de dissection au sein de la famille, etc., ou des évolutions rapides. Lorsque on descend, lorsqu'il y a une chirurgie associée, on va avoir une tendance à être un petit peu plus agressif sur l'aorte parce que les rédux sur le culot aortique sont quand même assez délicats à gérer et on a tendance à descendre autour de 45 mm. Alors, naturellement, l'immense majorité des guidelines sont faits pour la population adulte qui est bien connue. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont faites pour les cardiopathies congénitales de l'adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque de dissection dans le cadre des cardiopathies congénitales avec dilatation de l'aorte ascendante sont extrêmement rares. On a souvent des chirurgies alors que la valve est encore compétente, qu'il y a toujours une interrogation sur l'arche aortique et que parfois ces réimplantations, ces remodelings sont un peu délicates à réaliser par rapport à la chirurgie cardiaque adulte standard parce qu'on a des anneaux aortiques qui sont considérablement dilatés. On va donc essayer de réfléchir un petit peu sur ces différents éléments dans une première partie qui va être consacrée aux cardiopathies congénitales avec dilatation de l'aorte. Et puis, dans un deuxième temps, je parlerai rapidement des aortopathies génétiques et de leur chirurgie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cardiopathies congénitales avec dilatation de l'aorte, le risque de dissection, en toute honnêteté, il est infime. Et ce qu'on retrouve dans la littérature internationale, c'est vraiment des cas isolés. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre d'une maladie Marfan, d'une bicuspidie aortique ou de l'évolution d'une aortopathie dilatante du sujet âgé. Et probablement qu'on peut regarder et suivre ces patients-là, qui sont en général sur le plan chirurgical des patients assez complexes parce qu'il y a plusieurs gestes associés, avec beaucoup plus de sécurité, de tranquillité que d'autres types de patients. Alors, si on regarde dans cette série américaine, près de 12 000 admissions pour dissection aortique, vous voyez qu'on retrouve seulement 11 patients qui ont présenté une dissection dans le cadre d'une cardiopathie congénitale, essentiellement des phallos, transpo, et puis il y avait un DORF. Alors, la dilatation aortique, elle va être pour le chirurgien présente dans un certain nombre de cas assez précis, que sont les conotroncales, les anomalies conotroncales, tétralogie de Fallot, absceau, les DORF, les troncus, et puis on peut y ajouter bien sûr les transpositions des gros vaisseaux et les dilatations de l'aorte post-ROS. Ce qui est très important dans le bilan préchirurgical, c'est d'avoir une imagerie, non pas une imagerie par IRM qui ne répond pas aux différentes questions qu'on se pose, mais une imagerie par scanner qui va permettre de visualiser parfaitement les rapports, bien sûr, des deux gros vaisseaux, parce qu'on est parfois dans des cardiopathies un petit peu complexes, la forme phénotypique de l'aorte, est-ce qu'il y a un sinus qui est beaucoup plus dilaté que les autres, etc. La position des artères coronaires, en particulier lorsqu'il y a déjà eu une chirurgie coronaire antérieure, je pense à la transposition des gros vaisseaux ou au ROS, et puis bien sûr, identifier parfaitement les risques de réintervention, puisque dans un certain nombre de ces cardiopathies congénitales, lorsque l'aorte est très dilatée, on peut avoir quand même un certain nombre de soucis à la réentrée dans le thorax. Et je crois que c'est vraiment le seul examen qui nous permet parfaitement d'évaluer le risque et éventuellement d'adapter notre stratégie chirurgicale. Alors, le switch artériel, vous savez qu'il y a
progressivement une dilatation aortique qui apparaît. On connaissait les facteurs de risque anciens, mais aujourd'hui, on fait quasiment des switches artériels néonataux, donc c'est un peu disparu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, globalement, ils arrivent tous à un moment donné à une dilatation significative de l'aorte, mais peu finalement développent, en tout cas avec un recul de 20-25 ans, une insuffisance aortique modérée ou sévère, en dehors peut-être de ceux où il y a une faute technique qui est réalisée initialement lorsqu'on ferme la CIV et qui entraîne une attraction d'une cusp à proximité immédiate de la CIV. Donc on voit que, bien sûr, il y a une dilatation aortique significative de ces culots post-switch, mais en termes d'insuffisance aortique ou de nécessité de chirurgie, eh ben, c'est tout à fait divergent. Concernant les dilatations post-ROS, là aussi, on voit que dans le temps apparaissent progressivement des dilatations significatives de l'anneau, des sinus de Vassava et aussi de la jonction sinotubulaire. Mais on verra qu'entre dilatation et chirurgie, il y a bien sûr un grand pas, avec parfois la possibilité de différer l'intervention et peut-être de la coupler avec le remplacement de la voie droite. On ne se précipite pas donc, et ça sera mon premier message dans les cardiopathies congénitales de l'adulte avec dilatation de l'aorte. On a souvent, le temps de la réflexion, la possibilité de suivre ces patients parce que le risque de dissection est faible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les remplacements de l'aorte ascendante avec préservation de la valve aortique, on va avoir des résultats d'autant meilleurs que l'insuffisance aortique est modérée et que la dilatation annulaire est raisonnable. Et donc, ceci va un petit peu contrebalancer ce que j'ai dit précédemment avec une réflexion et parfois une anticipation de manière à avoir une préservation de la valve lors de la chirurgie plutôt qu'arriver à des dilatations absolument historiques et pour lesquels le Tyrone David ou le Yacoub avec anneau va être difficile à réaliser. Alors, il y a un certain nombre de cas particuliers. Voilà un exemple de transposition des gros vaisseaux avec manœuvre de Lecomte. Et on voit que parfois, la chirurgie du culot aortique peut être extrêmement malaisée simplement parce qu'on a des difficultés d'exposition et puis des difficultés à avoir un accès tout à fait normal à l'anneau aortique en particulier pour passer les points sous l'anneau aortique parce que l'anneau aortique et l'anneau pulmonaire sont au contact l'un de l'autre. Il y a donc des difficultés un petit peu particulières auxquelles on peut ajouter bien sûr des très longs clampages. Par exemple, si vous reprenez une transpose CV-coarte pour laquelle il va falloir refaire l'arche aortique, plastifier la valve aortique et faire un Tyrone David, eh bien peut-être qu'il sera plus prudent de faire dans ce moment-là un Bentall de manière à limiter le clampage aortique, d'autant plus que la réimplantation des coronaires dans ces situations particulières va nécessiter plus de temps que dans un Bentall classique. Voilà, c'était pour illustrer les difficultés effectivement de visualisation de l'aorte qu'on n'a pas dans une anatomie normale sur un cœur qui n'est pas réparé d'une transposition des gros vaisseaux. Les dilatations post-ROS, ben là aussi, ce que je disais, on a quand même un petit peu de réflexion à avoir et une réflexion en particulier sur le timing. Si vous avez une homogreffe sur la voie droite qui commence à dysfonctionner, bah, peut-être qu'on peut un petit peu différer la reprise sur la voie gauche lorsqu'il y a une dilatation de l'autogreffe pulmonaire et qu'on peut être probablement un petit peu moins rigoureux sur les 50 mm et peut-être coupler à la fois le remplacement de la voie droite et le traitement de la dilatation de la voie gauche. Dans la grande majorité des cas, même s'il y a une fuite aortique, on va pouvoir préserver cette valve aortique pour peu qu'il n'y ait ni rétraction, ni vis de montage initial. Et ça, c'est assez facile par l'historique et le suivi en échographie. La différence étant que le bon ROS n'a pas eu de fuite aortique initialement, alors que le ROS pour lequel il y avait un vis technique va immédiatement développer une fuite aortique. Et donc, on va avoir une vraie réserve quant à notre possibilité de conserver la valve sur le long terme. Alors, ça, c'est la série de Deharani, de la Mayo Clinic, qui m'avait donné. C'est juste pour relativiser un petit peu la chirurgie conservatrice de la valve aortique dans les cardiopathies congénitales. Vous voyez,
il a fait 22 réparations de l'aorte, 22 conservations de la valve aortique pour 234 Bentall. On se rend compte quand même que voilà, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir faire des chirurgies conservatrices parce que c'est souvent des chirurgies complexes, difficiles, avec des longs temps de clampage et il faut être assez raisonnable. Je dirais, en conclusion de cette première partie, il n'y a pas de guidelines vraiment applicables au Gooch. C'est vraiment une analyse au cas par cas avec l'évaluation de la difficulté chirurgicale attendue. La surveillance est souvent de mise avec, en toute honnêteté, dans la littérature internationale, des dissections aortiques qui surviennent pour des diamètres absolument considérables, 70, 80, 90 mm. Les indications chirurgicales sont donc tout à fait mesurées. La réparation, naturellement, est parfois possible. Je pense par exemple à la tétralogie de Fallot. Dans tous les cas, c'est une chirurgie qui est difficile et qui doit probablement être seniorisée. Alors, pour terminer, je dirais qu'il est très clair qu'il n'y a pas d'indication en dessous de 55 mm pour moi dans les cardiopathies congénitales avec dilatation de l'aorte. Les gestes doivent être limités à la portion dilatée. Il n'y a pas de changement du culot s'il est inférieur à 4 cm. On peut tout à fait se contenter de tubes supracoronaires. Il n'est pas rare dans ces cardiopathies congénitales qu'il y ait une dilatation globale de l'arche aortique, mais je suis assez réticent à intervenir et globalement, en dessous de 60 mm, il n'est probablement pas opportun d'intervenir chez ces patients-là. Enfin, on doit toujours tenir en compte des comorbidités de ces patients, dont certains, en particulier dans les ventricules uniques, même si ce n'est pas fréquent, peuvent poser un certain nombre de problèmes avec une espérance de vie du patient qui peut être limitée. À la suite de cette première partie, nous allons parler maintenant des aortopathies avec anomalie du tissu conjonctif. Et ça s'oppose vraiment à cette première partie, puisque autant on est peu agressif probablement chirurgicalement sur les cardiopathies congénitales avec dilatation de l'aorte, autant dans le cadre du Marfan, du Lotz-Dietz et des apparentés, on va au contraire être assez agressif. Alors, le risque de dissection aortique, il est tout à fait différent pour le Marfan et le Lotz-Dietz, avec, dans cette étude américaine, naturellement relativement peu de dissections aortiques. C'était quand même 120 dissections sur 4 millions d'hospitalisations et essentiellement des Marfan, 72%, mais aussi des Ehlers-Danlos, des Lotz-Dietz, etc., qui vont représenter une part non négligeable de ces patients, même si vous le voyez, il y a près de un tiers de dissection pour cardiopathie congénitale et bien sûr des hypertensions et des traumatismes. La représentation des dissections aortiques chez les Lotz-Dietz et les Marfan va avoir une représentation une distribution bimodale avec des dissections avant l'âge de 2 ans et puis une deuxième phase à la puberté. La mortalité, par contre, du Marfan et du Lotz-Dietz est très élevée par rapport, lors d'une dissection, par rapport aux dissections des cardiopathies congénitales. Alors, je vais essayer de répondre à 3 questions dans le cadre des Marfan et des Lotz-Dietz. C'est quand faire la chirurgie, que faire avec la valve aortique et enfin, que faire avec l'arche aortique. Alors, les guidelines pour la chirurgie, ils ont évolué en permanence. Et l'évolution constante, elle a été de diminuer de plus en plus les tailles d'intervention, probablement parce qu'on arrive toujours à trouver des dissections pour des diamètres relativement faibles. Et puis, je crois aussi parce que les résultats de la chirurgie se sont considérablement améliorés. En 2010, la HA avait parlé de 42 mm pour le Lotz-Dietz, Marfan 50 mm ou 45 avec les risques associés, ou une croissance de plus de 5 mm par an. Puis, le groupe de Baltimore, avec le Lotz-Dietz, ont essayé de un petit peu affiner ça, et je crois que c'est très important aujourd'hui de pointer du doigt le fait que l'indication, elle va beaucoup dépendre du génotype. C'est sûr que le Lotz-Dietz, avec un TGF bêta R1 et R2, vous savez, avec les anomalies crânio-faciales sévères, eh bien on sait qu'ils ont un risque
de dissection extrêmement élevé. Et donc, on va y aller beaucoup plus précocement, à 35, 40 mm, Z-score supérieur ou égal à 3. Et puis, dans les autres génotypies, on va là aussi être un peu moins agressif, mais plus qu'on ne l'était initialement. Et donc, la première chose, c'est probablement, je crois que c'était l'une des complications du topo précédent, de dire qu'il faut absolument, chez ces enfants-là, avoir un diagnostic génotypique, de manière à adapter un petit peu la prévention de la dissection. Ce qui est sûr, c'est que nous, il y a des contraintes chirurgicales. Et vous voyez, sur cette imagerie, quand vous avez un culot aortique qui est considérablement dilaté, on a quand même des difficultés à réparer la valve et à connecter un tube d'acron qui va être extrêmement important en diamètre à l'aorte distale. Et donc, probablement que ces situations-là sont quand même un petit peu plus difficiles à gérer, en particulier pour la réimplantation des coronaires. Alors, voici l'expérience du Johns Hopkins Hospital, Duke Cameron, qui ont une énorme expérience en termes de prise en charge des marfangs et autres. Et c'était pour illustrer un petit peu le risque du Bentall par rapport aux opérations conservant la valve aortique, Tyrone ou remodeling. Qu'est-ce qu'il en sort aujourd'hui? C'est que finalement, le risque de réopération, il était identique pour les Bentall versus le Tyrone David. Par contre, il y avait naturellement beaucoup plus de complications thromboemboliques et hémorragiques lorsqu'on était exposé aux anticoagulants dans le cadre du Berntal. Et puis, il y avait une petite tendance à l'époque déjà d'une supériorité de la réimplantation, donc où le culot aortique est complètement fixé par rapport au remodeling, c'est-à-dire au Yacoub, sans anneau associé. Cette tendance à la nécessité de la fixation de l'anneau aortique lorsqu'elle est possible, puisque naturellement, si vous opérez un marfan néonatal à l'âge de 2 ans, ça va être quand même un petit peu compliqué de lui fixer l'anneau aortique parce qu'il y a une nécessité de croissance, encore que, puisque les anneaux sont souvent déjà très dilatés et que souvent ça ne pose pas vraiment de problème. Voilà dans la série de Fraser, donc la nécessité là aussi d'une contention de l'anneau aortique, puisqu'on voit qu'en l'absence de contention, le risque d'apparition d'une fuite aortique sur le moyen terme était significativement plus élevé dans le remodeling par rapport à la réimplantation. Alors maintenant, concernant la valve aortique, on a une certaine tendance à avoir des difficultés à avoir une stabilisation des valves aortiques dans le marfan. Et mon expérience personnelle m'a montré que, effectivement, les valves aortiques dans les marfans ont tendance à avoir des énormes fenestrations, des valves extrêmement, avec des bords libres très allongés, des hauteurs effectives qui sont fortement remaniées. Et je ne suis pas du tout étonné qu'un certain nombre de collègues aient trouvé cette évolution sur le moyen terme, avec un risque d'insuffisance aortique significativement plus élevé que dans le Lloyd-Dietz. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez une insuffisance aortique significative au départ, vous aurez de moins bons résultats sur le moyen terme. Et donc, probablement que dans un certain nombre de cas, et globalement dans un tiers des patients pour l'ensemble des séries, on va plutôt réaliser un Bentall qu'une conservation de la valve. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie effectivement de conserver au maximum ces valves aortiques, éviter les anticoagulants. Et même s'il y a des reprises sur long terme sur la valve aortique, on peut défendre aussi cette idée-là, en particulier par le risque de dissection aortique secondaire après la chirurgie dans la population des Lloyd-Dietz. Vous voyez, là, le risque de dissection après Tyrone David, il est quand même assez élevé, près de 40% dans les Lloyd-Dietz, près de 20% dans les marfans. Et donc, ces patients, naturellement, vont avoir moins de risques s'ils ne sont pas sous anticoagulants lorsque la dissection aortique va se présenter. Alors, juste pour rapporter l'expérience de Paris, on avait revu
une petite quarantaine de patients qui avaient eu des conservations de la valve aortique dans le cadre de dilatation du culot aortique, Marfan, Loisitz, etc. Et alors, on avait été extrêmement surpris de voir qu'on avait près de 40% de réopération, je crois, à 10 ans. Et puis, si on regarde un petit peu plus en détail cette cohorte de patients, on s'aperçoit qu'il faut se méfier de ces comparaisons parce que cette cohorte était une cohorte de patients extrêmement jeunes, près de 4 ans. Par exemple, pour comparer avec la cohorte du John Hopkins, c'est 38 ans la moyenne. Donc, vous voyez que c'est des patients extrêmement, avec des maladies extrêmement sévères qui ont besoin d'une prise en charge précoce. Et que si on isolait tout simplement dans cette cohorte de patients les marfangs infantiles versus les autres, ben, on se retrouvait avec des résultats tout à fait satisfaisants. Donc, bien sûr, le Tyrone David est probablement le premier choix, mais il y a probablement aussi un certain nombre de patients pour lesquels il faut se poser la question d'un remplacement valvulaire mécanique, de la réalisation d'un Bentall, lorsqu'on sait que l'évolution de la maladie est extrêmement rapide et sévère. Alors, maintenant, l'arche aortique, que faire? Autant, je pense que dans les cardiopathies congénitales, avec dilatation de l'aorte, il faut extrêmement être attentif. Autant dans cette situation, il faut être agressif. Agressif non pas sur la totalité de l'arche aortique, qui sont des interventions extrêmement lourdes, qui exposent éventuellement à des dissections immédiates, mais au moins sur l'hémi-arche, qui est techniquement extrêmement facile à réaliser avec des arrêts circulatoires qui sont tout à fait modérés en termes de temps. Et donc, c'est un petit peu, comment dire, la voie que défend le John Hopkins Hospital, avec des hémi-arches à chaque fois que le diamètre de l'aorte au TABC va être supérieur à 35 mm, ou des arches distales qui sont supérieures chez l'adulte à 55-60 mm. Ce qui est sûr, c'est que ce soit le Loisitz ou le Marfan, le risque de réopération va être considérable, mais peut être diminué en particulier par le changement systématique de l'hémi-arche lorsqu'il y a une dilatation. Vous voyez sur ce diagramme, sur cette figure, le risque d'une deuxième intervention de chirurgie, en bleu pour le Loisitz, en rouge pour le Marfan. En haut, ce sont des chirurgies réglées, sans dissection aortique. En dessous, des chirurgies qui ont été réalisées dans le cadre de dissection aortique. On se rend compte que donc, dans la grande majorité des cas, le risque de réopération donc sur l'arche aortique la plupart du temps, puisque toute l'aorte ascendante est changée au moment de la première chirurgie, est absolument considérable et va nécessiter une surveillance extrêmement précise de ces patients-là. La chirurgie initiale est plus souvent réalisée dans le cadre de la maladie de Marfan lorsqu'il y a une dissection aortique que pour le Loisitz. Par contre, en termes de réopération et de risque de réapparition d'une dissection aortique, le Loisitz comment dire, rejoint très largement le groupe des Marfan avec un risque de reprise ultérieure extrêmement élevé et donc motive probablement la nécessité de remplacer l'hémi-arche assez fréquemment lors de la chirurgie initiale. Alors, ce n'est pas parce qu'on a été opéré une fois que c'est la dernière fois. Voici les interventions sur l'arche des Loisitz en rouge, en bleu, toutes les réopérations. Vous voyez que c'est considérable, une fois, deux fois, trois fois, 5 chirurgies, avec une vraie quand même différence ici à nouveau en termes de survie entre le Marfan et le Loisitz. Voilà une autre série d'Osaka sur le risque de chirurgie secondaire de l'arche aortique du Loisitz. Donc, il faut probablement être extrêmement sévère pour éviter ces réopérations qui sont extrêmement difficiles sur le plan technique, avec là aussi une vraie différence quand même entre les patients Loisitz et les patients Marfan, mais aussi les patients qui ont été opérés la première fois dans le cadre d'une dissection aortique et les patients qui ont une chirurgie réglée. Plus vous êtes Loisitz, plus vous arrivez dans le cadre d'une dissection, plus vous avez dilatation,
de l'arche, plus il va falloir être agressif pour éviter les chirurgies ultérieures. Voilà, la série de Berlin, c'est identique, une chirurgie, deux chirurgies, trois chirurgies. Bref, ce sont des patients pour la vie. Je dirais qu'en conclusion, c'est absolument indispensable chez ces jeunes patients qui présentent des orthopathies génétiques de définir le génotype qui va nous permettre de poser de meilleure manière l'indication, c'est-à-dire de quantifier le risque de dissection aortique. Il faut avoir une stratégie chirurgicale extrêmement agressive, mais aussi en post-opératoire et à distance, avoir un suivi précis, à la fois échographique, mais je pense par imagerie rapprochée, avec, on le sait, la nécessité dans un certain nombre de cas de nouvelles chirurgies. On essaiera autant que faire se peut de conserver la valve aortique. Cela évite les anticoagulants chez des patients souvent fragiles, avec une nécessité, je crois, absolue de stabiliser l'anneau, y compris chez des jeunes patients. L'hémi-arche sera changé devant le moindre doute, contrairement aux cardiopathies congénitales, mais malgré toutes ces précautions et cette agressivité initiale, ces patients vont être exposés à de multiples chirurgies tout au cours de leur vie, et donc il doit avoir aussi une certaine anticipation pour limiter le risque de ces réductions. Voilà, je vous remercie de votre attention.